Donc, pour démarrer, je voudrais juste que nous ayons une pensée pour Jacques Oudin, qui est décédé au mois de mars dernier, malheureusement, de la Covid, à 80 ans. Et Jacques Oudin, qui était sénateur de Vendée et qui était élu territorial au conseil départemental, avait créé l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée parce qu'il pensait qu'il fallait réfléchir, il fallait avoir des chiffres, il fallait raisonner pour prendre des bonnes décisions. Donc, il a eu cette initiative qui perdure aujourd'hui. Je vous invite à avoir une petite pensée pour lui, ou une grande pensée que vous voudrez pour lui et sa famille. La deuxième chose que je voulais souligner, je voulais remercier entre autres deux administrateurs actifs qui ont pris leur retraite. Il s'agit de Luc Guyot et de Serge Baraton qui ont œuvré au sein du Conseil et des commissions quand nous avions des réflexions. Merci, un grand merci. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc il y a une première partie où nous avons préparé, c'est Christophe qui va le présenter, un état des lieux sur la situation économique du monde, de l'Europe, de la France et puis de la Vendée. Et puis la deuxième partie, nous avons esquissé et ouvert une réflexion que nous partagerons et que nous continuerons sur le monde d'après. Voilà, très rapidement brossé. Et je passe tout de suite la parole à Christophe. On change d'écouteur, je disparais 2 minutes. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Juste avant de commencer, une petite précision. Lorsque je vous ai envoyé les invitations, je n'ai pas réglé un certain nombre de privilèges. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut bouger le diaporama, donc je vous demande à chacun de ne pas manipuler avec votre souris le diaporama, s'il vous plaît. Et de la même façon, vous pouvez même arrêter l'enregistrement. Donc, de la même façon, on vous demande de ne pas arrêter l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. Nous commençons donc en 25 minutes environ. J'ai beaucoup de choses à vous dire, forcément, sur un regard de la conjoncture de l'international au local. Bon, effectivement, on a traversé tous une période complètement inédite. Il y a eu un choc très très violent. Bon, je vais revenir sur certains de ces aspects, vous en connaissez certains, et puis vous apporter quelques éléments de réflexion et quelques éléments chiffrés. Alors bien entendu, il y a eu des effets finalement immédiats, puisque ce choc a été globalisé, simultané, complètement inédit, d'une ampleur sans précédent. Les effets immédiats, on peut les illustrer par le fait qu'en avril, il y avait à peu près 4,5 ou 4,6 milliards d'humains qui étaient confinés. À peu près 60% de la population mondiale qui était confinée. Vous imaginez intuitivement les effets sur la demande et forcément sur l'offre également. Aujourd'hui, la situation sanitaire s'est, pour nous, en tous les cas en France et en Europe, largement améliorée. Par contre, il y a beaucoup d'incertitudes. Et le mot incertitude, je crois que je vais le répéter à plusieurs reprises ce matin. Beaucoup d'incertitudes parce que dans certains pays développés encore, et notamment je pense au cas des États-Unis qui ont été touchés quasiment en même temps que nous, la situation est toujours très inquiétante. L'OMS nous dit de toute façon que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Donc là, il y a beaucoup de questions. Et puis peut-être plus inquiétant encore, ce sont tous les grands pays émergents à part la Chine. Je parle du Brésil, de l'Inde, du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la Russie, par exemple, où là, la pandémie est aujourd'hui totalement galopante. Ils n'ont pas les mêmes systèmes sanitaires que chez nous. Donc oui, une énorme incertitude finalement sur les formes que peut encore prendre cette pandémie et puis sur sa durée. Et puis, bien entendu, et on se pose tous les mêmes questions, j'aurai malheureusement pas toutes les réponses et très peu de réponses, c'est finalement les horizons qui viennent. Il y a des effets probables qu'on doit attendre aujourd'hui et on ne sait pas dans quelle mesure et quand exactement ils vont intervenir, mais c'est les défaillances d'entreprises. Est-ce qu'on va vers une crise économique et sociale sévère? Il y a des problématiques ou des questionnements sur la dette publique. Et puis, je vous rappelle, alors, on a oublié, la toute première phrase de cette diapo, c'était après une année 2019, un ralentissement. Je pense qu'on a oublié 2019 et on se projette finalement demain, et heureusement. Mais effectivement, la fin de l'année 2019, voire le deuxième semestre, on était en ralentissement. Il y avait de nombreuses tensions géopolitiques. Quelles vont être
les évolutions dans les trimestres, les mois et les trimestres à venir, là, ça reste un grand point d'interrogation. Est-ce qu'on va plutôt vers l'union ou la désunion? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, quels que soient les scénarios de sortie de cette pandémie, l'économie mondiale n'évitera pas une profonde récession. Ben ça, on s'en doutait. Là, j'ai repris un tableau des Échos, hein, et après le FMI. Là, on est sur un scénario entre guillemets optimiste. C'est-à-dire que le FMI considère qu'il n'y aura pas de seconde vague, que ça va se normaliser dans les pays qui sont encore touchés dans les 2 mois qui viennent. Bon, néanmoins, vous voyez, là, c'est complètement inédit. Le PIB mondial baisserait de l'ordre de 5%, moins 8% pour les économies avancées et moins 3% pour les pays émergents. Et je vous laisse ensuite regarder les prévisions qui sont faites pour l'année 2020 à gauche pour l'ensemble des pays. Je reviens juste sur le cas de la France. Le FMI a publié ses chiffres mi-juin, donc avec des données vraisemblablement qu'ils avaient à jour à la fin mai. Les dernières prévisions pour la France de l'INSEE ou de la Banque de France sont plutôt autour de moins 10 ou moins 9. Alors, c'est mieux que moins 12,5. Bon, c'est toutefois très, très important. À quoi on peut comparer cette crise? Finalement, je ne sais pas si elle est comparable à 2009, et je ne crois pas, puisque finalement les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. Et puisque finalement ça a été un arrêt de l'économie lié à des fermetures administratives et à des mesures de distanciation sociale. Bon, par contre, en contrepartie, ça a été immédiatement et largement amorti socialement par les États, par les différents plans d'urgence. La seule comparaison que je veux faire, mais elle n'est peut-être pas forcément pertinente avec 2009, c'est finalement, je vous ai dit, le PIB mondial en 2020 serait en récession de près de 5%. Dans la dernière grande récession, on l'a appelée comme ça, on l'a comparée à la fameuse Grande Dépression de 1929, dont je parle de l'année 2009, le PIB mondial n'avait reculé, entre guillemets, que de 0,6%. Moins 4 pour les économies avancées, puis par contre les économies émergentes croissaient encore de 2,5 à 3%. Je sais pas quel type de reprise on va avoir, mais vous voyez, là le choc il est vraiment brutal. En espérant qu'on puisse remonter en V le plus rapidement possible, il risque d'y avoir une inertie et une reprise qui sera sans doute un petit peu plus lente. Très rapidement, et j'ai déjà évoqué, en fait, il y a un degré d'incertitude très élevé sur les prévisions. Daniel, ça va? ouais. Ensemble? Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. J'en entends quelques-uns. Merci. Et à titre d'exemple, le FMI anticipait une récession mondiale de l'ordre de 3% en avril. Les chiffres que je vous donne à l'instant, c'est juin, 4,9 2 mois plus tard. Donc ça peut effectivement évoluer assez rapidement également dans les mois qui viennent. Pour les États-Unis, effectivement, il y a un grand questionnement, donc j'y reviens pas, mais c'est quand même la première économie mondiale et on voit qu'ils ne sont pas prêts, en tous les cas pas partout aux États-Unis, ils ne sont pas dans des conditions idéales pour repartir. Et puis, pour les économies émergentes, je l'ai évoqué, dans la plupart d'entre elles, l'épidémie est désormais galopante. Et vous le savez, certaines d'entre elles sont exportatrices de matières premières et elles vont cumuler finalement la double peine à la fois de subir les mêmes choses que chez nous, hein, c'est-à-dire confinement, distanciation sociale, donc l'économie pour partie à l'arrêt, et puis une baisse totale de la demande extérieure. Et je l'illustre très rapidement par 2 diapos. Vous avez ici ce qu'on appelle l'indice d'ensemble des matières premières. Voilà, c'est un indice sur le panier de matières premières. Bon, finalement, il n'y a pas vraiment d'explication ou de démonstration à faire. Vous voyez les niveaux, on n'a jamais été aussi bas depuis, on peut le dire, enfin si on avait prolongé la courbe, depuis plus d'une vingtaine d'années, on n'a jamais été aussi bas. Alors il y a un petit rebond quand la Chine redémarre et quand l'Europe redémarre. Et forcément, elle est impactée par le pétrole, hein, cette courbe. Et là, je vous mets le pétrole. Donc effectivement, le pétrole, vous voyez, on est tombé à 22 $, puisque finalement il n'y avait plus de demande, hein, une partie de l'économie était totalement à l'arrêt. On est remonté à 43. La question qu'on peut se poser aussi, et je pense que Raymond l'évoquera tout à l'heure, un pétrole à 43, c'est peut-être bien pour repartir, c'est peut-être un peu moins bien pour l'idée d'une transition énergétique, puisqu'on va devoir repartir assez vite. Une énergie pas chère, ça nous permet de repartir et de finalement moins peser sur les coûts des entreprises.
ça ne vous invite pas forcément à changer de modèle énergétique rapidement. Et puis pour finir, finalement, ce rapide tour d'horizon de l'économie, enfin de la situation de l'économie mondiale, en ce qui concerne les échanges de marchandises et de services, et notamment le tourisme, on considère que l'année 2020 sera en baisse de 11, 12, voire 13%. Donc oui, la situation n'est pas encore normalisée, loin de là. On a souhaité poser une question autour de la dette publique. Alors certains nous diront peut-être c'est trop tôt. Tout simplement, nous ce qu'on pense, c'est que quand on se retourne un petit peu sur la crise de 2009, la dette publique est rapidement, quelques années après, devenue une problématique centrale, et notamment avec les fameuses crises de la dette souveraine, à la fois la Grèce, puis après l'Italie, puis après l'Espagne. Pourquoi eh bien, pour contrer finalement cette situation de crise complètement inédite, les 2/3 des pays dans le monde à peu près ont apporté leur soutien de diverses façons, je ne vais pas y revenir. Et l'ensemble de ces mesures sont estimées aujourd'hui à 11 000 milliards de dollars. En avril, c'était 8 000 milliards, donc on imagine que dans quelques mois, on va encore augmenter. 11 000 milliards de dollars de soutien, c'est l'équivalent de 12% du PIB mondial. Donc c'est massif, hein, c'est sans équivalent avec ce qu'on a pu même constater à la suite de la crise de 2008-2009. Ces 11 000 milliards aujourd'hui se séparent en deux moitiés. La première moitié, finalement, ce sont des dépenses supplémentaires, donc chômage partiel et direct, hein, des États et des recettes perdues. Donc oui, les budgets des États sont directement touchés. Cette première moitié, c'est-à-dire que... Ah, il y a quelqu'un qui a bougé les diapos, donc je reviens en arrière. Donc c'est 5 500 milliards de dollars, c'est finalement de l'argent qui est perdu. L'autre moitié, c'est finalement on est davantage à la fois dans l'urgence et puis dans le début de la relance. Ce sont des apports en liquidité sous forme de prêts, injection de capital, garantie, etc. Théoriquement, cet argent, il sera récupéré par les États. C'est là toute la grande question finalement. S'il y a beaucoup de défaillances d'entreprises, une partie de cet argent ne sera pas récupérée. Ce qui veut dire que ça aggravera à nouveau le poids sur les budgets des États. Et puis si on considère qu'on a une véritable crise sociale, il y aura aussi toute la question finalement et tout le coût de la protection sociale qui devra être activée également par les États. Donc vous voyez que la problématique de la dette publique, elle n'est pas à mettre totalement de côté. Cet arrêt de l'économie a provoqué finalement un endettement public, et heureusement, on n'avait sans doute pas le choix de faire autrement, mais massif. Pour la première fois, on va dépasser au niveau mondial le seuil symbolique des 100% d'endettement public, c'est-à-dire une année de production de richesse. On va passer de 83 à 101% en quelques mois, avec toutefois des niveaux d'endettement qui sont assez variables selon les pays. Et là, la question qu'on se pose, c'est finalement à partir de quand on doit vraiment s'inquiéter, de quel niveau d'endettement on doit vraiment s'inquiéter. Vous voyez, les économies avancées, on est désormais, en prévision à la fin de l'année, à 130% de dette publique, relativement au PIB, alors que les économies émergentes ne sont qu'à 63%. Je poursuis un petit peu ma réflexion. Alors, Julien, là je suis coincé. Reprendre le contrôle. Oui, il y a sans doute peut-être quelqu'un qui a pris le contrôle. Alors, excusez-moi, on a eu un petit peu de latence. Voilà. Je pense qu'on a été coupé quelques instants. On ne va pas relire ce tableau, hein, je vous laisse le regarder. C'était juste vous rappeler, pour la France, nous étions à 65% de dette en 2007, on sera à 120, selon les prévisions, 120, 125 selon les instituts. Vous prenez les États-Unis, on passe de 63 à 141. Bon, l'Allemagne reste exemplaire, de 64 à 77. Mais bon, c'est la rapidité. En 2009, on disait tous la dette acceptable, elle est autour de 60-70% du PIB. Maintenant, on est à 126, donc ça pose des vraies questions. Et les questions autour de la dette reposent essentiellement sur trois choses. Au-delà du niveau, on pourrait en faire un débat de plus d'1 heure sur ça, mais bien entendu, c'est sur la confiance des prêteurs.
la confiance dans l'économie du pays considéré. Alors nous, on a la chance d'être en Europe, et ce qui nous donne une solidité supplémentaire. Si on était juste seul la France avec 140 ou 150% de dette, la situation serait différente. La question, c'est bien sûr aussi qui sont les prêteurs, et puis également les taux d'intérêt. Et sur le qui sont les prêteurs, je vais donner juste un exemple. Aux États-Unis, suite à la crise de 2009, on est souvent revenu à l'OSTV sur ces questions-là. Le premier prêteur, c'était la Chine. Donc on imagine bien dans un monde qui change que quand on parle d'indépendance stratégique, c'est pas uniquement quant aux chaînes de production qui sont mondialisées, c'est aussi dans les relations créanciers-débiteurs. Il y a forcément une relation d'indépendance et on doit se poser cette question autour de la dette. Bon, bien entendu, évidemment, pour que la confiance soit là, il faut que l'économie reparte pour permettre le contrôle de sa trajectoire, et ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, pour finir sur cette dette, forcément, on peut aussi se dire que c'est un boulet potentiel pour la relance. Avec un niveau d'endettement comme ça, les marges de manœuvre sont forcément réduites pour relancer, pour aller vers la transition énergétique. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent autour de ça. Raymond a souhaité que je revienne 2 secondes sur la dette privée. Je le fais vraiment en 2 secondes. On voulait juste se focaliser sur la dette des entreprises. Vous avez la dette des entreprises là pour l'année 2019, relativement au PIB, et vous constaterez qu'en France, on est le pays en Europe où la dette des entreprises est déjà la plus élevée. Alors pour diverses raisons, on ne va pas y revenir. Les PGE, les prêts garantis par l'État, ça a été, enfin moi j'ai regardé le bilan hebdomadaire de Bercy là, ça a été 105 milliards. Donc c'est-à-dire qu'en 2019, la dette des entreprises c'était à peu près 1800 milliards. Aujourd'hui, on va passer à 1900 milliards. C'est-à-dire qu'on augmente de 6% à peu près. Donc on va passer de 73 à 79 environ. La question, elle est finalement la même que pour l'État. Est-ce que dans cette phase de relance, un niveau de dette élevé n'est pas un boulet pour permettre justement de rebondir et d'investir particulièrement? La question se pose effectivement avec les PGE. Est-ce que ça ne va pas être une contrainte pour l'investissement dans les mois ou les trimestres qui viennent, et particulièrement en France, où on voit effectivement, comparé à l'Allemagne, vous avez un niveau d'endettement qui est à peu près 30 points inférieur des entreprises. Voilà, donc la question est posée, on essaiera d'y revenir dans des réflexions ultérieures. Quelques éléments sur la conjoncture française. Alors, on a à la fois plein de choses à vous dire, et puis finalement, ce qui nous intéresse, c'est presque les mois qui viennent. Et là, sur les mois qui viennent, on a moins d'éléments. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, je reviens sur l'évolution du niveau d'activité ou de production par branche. L'INSEE, finalement, le mesure d'une façon différente dans cet épisode inédit. Vous avez finalement la part dans le PIB de chacun des secteurs, agriculture, industrie, construction, services marchands et non marchands. Et puis, l'INSEE a comparé finalement le niveau d'activité par rapport à une période dite normale. Et vous le voyez, en période de confinement, ça date de 2 jours, forcément ça a été mis à jour progressivement par l'INSEE. En période de confinement, notre économie finalement fonctionnait avec moins 30%, avec un delta de moins de 30% par rapport à la normale, avec des différences quand même très notables entre les secteurs d'activité. Au mois de mai, mi-confinement, mi-déconfinement, et l'inertie aussi du déconfinement, et puis tout n'était pas déconfiné, moins 22. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui nous intéresse, on est encore à moins 12% pour le mois de juin, ça va sans doute s'améliorer encore en juillet et dans les mois à venir, et avec des différences très importantes. Alors, dans le diaporama qu'on vous diffusera sur notre site internet en fin de matinée ou en début d'après-midi, vous aurez des tableaux détaillés à l'intérieur de l'industrie. Par exemple, je donne juste un exemple pour l'industrie. Fabrication de matériel de transport, c'est une des composantes de l'industrie, donc ça va être l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, la construction navale. On est encore à moins 41. L'agroalimentaire, on est à moins 4. Donc, vous voyez, il y a des différences qui sont très notables. Et puis dans les services tels qu'ils sont présentés ici, en fait, on a également le commerce. Le commerce est à moins 16, le transport est à moins 28, l'hébergement-restauration est estimé à moins 20% encore, et c'est logique, et les services aux entreprises globalement à moins 13%. Donc vous voyez que à la fois on est reparti de façon assez rapide malgré tout depuis le déconfinement, mais il y a quand même une inertie.
Bon, le climat des affaires, vous le comprendrez bien, il y a eu une chute, on a touché le point bas en mars et en avril finalement de l'indicateur. Hein, il existe depuis la fin des années 70, on n'avait jamais connu ça. Ce qui nous intéresse, c'est le fameux V. Alors oui, on remonte depuis 2 mois, mais nous restons en dessous 80. Et la grande question, c'est est-ce que ce V va ressembler à un V ou petit à petit à une racine carrée? Et voilà, la reprise, elle est rapide, mais ça veut dire quand même que la confiance, en tous les cas, des chefs d'entreprise, et de façon tout à fait compréhensible, n'est pas encore rétablie, loin de là. Alors, l'autre pendant, finalement, c'est la confiance des ménages. On sait combien la consommation pèse, finalement, dans nos modèles occidentaux et finalement dans le PIB. Et là, c'est intéressant, parce que vous voyez que la confiance des ménages, finalement, a été érodé. On est passé de 105 à environ 93 en mars et en avril. Mais si, en décembre 2018, on est descendu beaucoup plus bas. C'était la fameuse année des Gilets jaunes. Si on remonte un petit peu dans le temps, vous voyez, la crise de 2009 avait affecté beaucoup plus finalement le moral des ménages, puis on était resté assez bas les années suivantes. Alors moi je l'analyse, on peut dire que c'est un élément positif, c'est que les Français finalement n'ont pas le moral dans les chaussettes, ont encore confiance dans la situation économique, et je crois que c'est le rôle de l'amortisseur social finalement. Il y a eu des pertes de pouvoir d'achat, sur ceux qui ont été en chômage partiel, sur des indépendants, des artisans, des chefs d'entreprise. Après, il y a eu une bonne partie de la population qui n'a pas eu de perte de pouvoir d'achat. Donc, je crois qu'aujourd'hui, finalement, la confiance des ménages, elle est encore relativement solide. Donc, c'est plutôt un point positif qu'on doit noter. Néanmoins, ça n'empêche pas les ménages dans une telle situation d'épargner. Bon, d'un autre côté, on a épargné puisqu'on était la plupart d'entre nous confinés ou alors sur nos lieux de travail, mais ensuite on était le soir confinés chez nous. Donc là, vous avez l'indicateur uniquement pour le mois de mars et vous voyez, bon, tout simplement, en 15 jours, suite à 15 jours de confinement, on passe de 15% de taux d'épargne à près de 20%. Il a dû aller beaucoup plus haut par la suite. Bercy estime à environ 100 milliards d'euros l'épargne qui serait constituée par les ménages entre mars et septembre. L'essentiel est déjà constitué à 80 milliards, mais les comportements vont être encore prudents, donc on estime à 100 milliards. Bon, la grande question, c'est qu'est-ce que les Français vont faire de cette épargne? Alors, il y a quelques éléments de réponse dans cette diapo où on a, quant à la consommation des ménages, soit en produits agricoles, en produits industriels, en construction, en services, marchands ou non marchands, le même exercice que tout à l'heure, on le compare finalement à une période dite normale. Et ce que vous constatez, bon, je passe très rapidement, c'est que bon, en période de confinement, la consommation était à peu près d'un tiers inférieure à la normale. Aujourd'hui, on est 3% en dessous de la normale, donc ça a été très rapide. Il y a eu forcément un rattrapage rapide. Vous voyez, il y a des secteurs, et quand je prends les secteurs de l'industrie, on est à plus 6 en juin. En biens industriels parce que les gens, bon, il y a des pannes de matériel électroménager où on s'est rendu compte que son ordinateur était vieillissant pendant le confinement ou alors quand on a été confiné pendant 2 mois chez soi, on a envie de changer des choses, on a eu le temps de voir des choses qui ne nous plaisaient pas, donc forcément, voilà, les gens achètent un certain nombre de choses, remplacent un certain nombre de choses et les concessionnaires, le monde de l'automobile aujourd'hui forcément rattrape une partie du retard. C'est pour ça que dans certains secteurs on dépasse finalement la normale, dans d'autres on est toujours en dessous de la normale. Donc vous voyez que cette normalisation se fait un petit peu en ordre dispersé. Néanmoins, au global, au mois de juin, on a presque retrouvé un niveau de consommation normal, même si on a bien conscience que l'épargne de précaution devrait aussi être réelle sur les mois à venir et que la consommation pourrait petit à petit finalement se stabiliser à un niveau inférieur ou quasi égal à la normale. Bon, sur la croissance du PIB, je n'y reviens pas, je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, nous avons l'emploi salarié en France. L'emploi salarié a chuté très rapidement de 494 000 emplois dès la fin du premier trimestre. Alors, ce qui ne veut pas dire que là, on avait été confiné 15 jours, ce qui ne veut pas dire qu'on va perdre, puisqu'on a été confiné 45 jours de plus, 3 fois encore 500 000 emplois. Variable d'ajustement et l'essentiel des postes est concentré
dans ce qu'on appelle le tertiaire marchand. Et donc, sur 490 000 ou 495 000 postes perdus, vous en avez 318 000 dans l'intérim. Et puis après, aussi, alors oui, voilà, j'ai les chiffres ici, plus de 50 000 dans l'hébergement-restauration, tous les contrats, les CDD, en fait, qui se sont arrêtés à la fin mars. Et puis, à peu près moins 25 000 emplois aussi détruits dans le commerce. Donc, vous voyez que le choc a été rude. Après, finalement, l'État a acheté du temps avec le chômage partiel. Donc, l'évolution de l'emploi, elle a été finalement un peu figée. Nous n'avons pas encore les derniers chiffres, elle a été un peu figée. Le questionnement, c'est surtout sur la fin d'année. Et les premières estimations à la fois de l'UNEDIC ou à la fois de la Banque de France nous disent qu'on pourrait perdre de 900 000 à 1 million d'emplois sur l'ensemble de l'année, ce qui veut dire que voilà, pour les mois qui viennent, on aurait une perte encore d'environ 500 000 emplois en prévision. Et puis la demande d'emploi, c'est un peu compliqué à lire parce que forcément, il y a eu, vous voyez sur la courbe de gauche, les demandeurs d'emploi de catégorie A, il y a eu une espèce de bond énorme en mars et en avril, mais c'était aussi lié à un certain nombre de transferts des catégories. Les catégories B et C, ce sont des demandeurs d'emploi, des personnes inscrites, mais qui ont une activité à temps, enfin une activité réduite, soit inférieure à un mi-temps, soit supérieure à un mi-temps. Donc il y a eu forcément plein de transferts. Moi, ce que je veux vous dire finalement, c'est si on prend A plus B plus C, on fait un total, ce sera plus simple de le lire comme ça. Nous étions fin février 5,67 000, enfin il y avait 5,67 millions de demandeurs d'emploi en fin février. Fin mai, il y en a 6,12 millions, plus 450 000 demandeurs d'emploi sur cette période. Donc oui, là, il y a effectivement un point de vigilance. Conjoncture Vendée, très très rapidement. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Je suis bon. Je vais passer très rapidement, il n'y a pas de commentaire à faire particulier. Je suis dans les exportations de marchandises. Oui, le premier trimestre que nous avons ici a été impacté nécessairement, et sans doute les mois qui suivent encore plus fortement, par la situation économique française, européenne et mondiale. Création d'entreprises, pas de surprise, finalement, quand on est confiné, voilà, l'esprit d'entreprendre, je ne dis pas qu'il nous abandonne, mais on le met un petit peu de côté. Ça veut dire sans doute qu'il y aura peut-être un rattrapage, il y a peut-être eu des reports, mais c'est également la question de la confiance. Quand on était en position ou en mouvement pour créer une entreprise, effectivement, un tel choc amène un certain nombre de réflexions. L'emploi salarié, pas de surprise, finalement, on a exactement donc la courbe vendéenne et la courbe rouge. Là, on est sur un indice 100 au T4 2010, donc malgré la chute, là, on est, voilà, on est encore à un niveau supérieur à celui des années précédentes. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, comparé au mois de décembre, ce sont 5500 emplois qui ont été détruits en Vendée. De la même façon, ces emplois détruits l'ont été, vous le voyez sur ce tableau, dans le tertiaire marchand, pour l'essentiel, puisque l'industrie et le bâtiment sont quasiment à l'étal. Et puis, parmi ces 5350, même si on n'est pas forcément tous sur les mêmes dates, pas de surprise, c'est l'intérim en Vendée. Vous voyez, voilà la courbe, où on perd quasiment près de 4200 postes en quelques semaines. On a exactement le même profil qu'à l'échelle française, et puis le reste des pertes touche les mêmes secteurs, le commerce, et puis l'hébergement, restauration, et sans doute de façon un petit peu plus forte chez nous, puisqu'on a un département, on est un département touristique. Pour les demandeurs d'emploi, je vais vous faire la même analyse que pour la France. Vous savez, il y a eu des transferts, donc là, on va lire la demande d'emploi sur en tant que total. Alors, j'ai mes chiffres. Alors, excusez-moi. J'ai dû oublier ces quelques chiffres. Voilà, je les ai ici. Pardon. Nous étions donc catégorie A plus B plus C, 52 400 demandeurs d'emploi en février. Nous avons désormais 59 700 demandeurs d'emploi
comptabilisés en Vendée à fin mai, ça fait plus 7300 sur les 3 catégories réunies. Bon, après, si on faisait un décompte plus précis, l'essentiel de la hausse, ça se fait quand même dans la catégorie A. Donc, vous voyez, plus 7000 demandeurs d'emploi à l'échelle de la Vendée suite au mois et demi ou quasiment deux mois de confinement. Derniers éléments, c'est un peu les éléments classiques qu'on vous présente à chaque fois. On est à la fois là sur la courbe bleue, une évolution des permis de construire en glissement annuel. Ça nous donne un volume annuel en glissement. Ce qu'on voulait noter, c'est que dès janvier, et peut-être même sur la fin d'année, le marché était un petit peu en difficulté puisqu'on avait une baisse de 21% en janvier des permis de construire comparé à l'année précédente, de 12% en février, de moins 27% en mars, donc accélération avec le confinement, et moins 35 en avril et moins 41 en mai. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a eu une accélération, mais la tendance était déjà à la baisse précédemment. Donc forcément, ça va se traduire dans les mises en chantier pour les 6 à 10 mois qui viennent, à moins qu'il y ait de la même façon un phénomène de rattrapage, puisque le dépôt des permis était sans doute complexifié par la situation sanitaire. En ce qui concerne les mises en chantier, voilà, on a aussi des baisses assez notables en mars et en avril, forcément liées au confinement, mais vous voyez, on reste quand même sur des niveaux qui sont quand même raisonnables. Donc oui, il y a eu un impact, mais on n'est pas non plus dans un écroulement total. C'est malheureusement, et comme beaucoup de choses, c'est les mois qui viennent qui vont nous indiquer la tendance, et particulièrement la confiance des ménages, qui peut se traduire aussi par un arbitrage quant à leur choix de construction ou non de logement. Voilà, je crois que j'en ai fini. Non, une petite dernière diapositive. On est sur les locaux non résidentiels, donc à nouveau le bâtiment, mais pour les professionnels. On était sur une dynamique très forte d'investissement, finalement, sur le début de l'année. Janvier-mars, on était à plus 74% comparé à la même période de 2019. Bon, logiquement, on a eu une inversion. Et malheureusement, c'est ce qu'on dit, la grande question, forcément, dans un cercle vertueux, c'est aussi la question de l'investissement dans les mois à venir. Donc, j'ai pas de réponse, mais la question, tout le monde se la pose. Et puis, la dernière diapo, c'est sur les immatriculations de véhicules. Bon, tous confinés, on n'achète pas de véhicules. Et aujourd'hui, à la fois les banquiers avec qui j'ai pu échanger et puis les concessionnaires me disent là c'est la folie, mais c'est un peu comme les coiffeurs à la sortie du confinement. Bon, vous voyez bien que le plus 20% en juin par rapport à l'année passée ne rattrape pas les moins 43% qu'on a observé sur les mois précédents. Voilà, il y avait beaucoup d'infos. Je vous remercie de votre attention. Je repasse la parole à Raymond. Et puis tous ces diapos sont sur notre site très rapidement en fin de matinée ou plus tard en début d'après-midi. Merci. Voilà. Merci. Attendez voir. Comment c'est se passer? C'est bon. Je peux reposer mon masque. Voilà. Je vous inviterai, s'il vous plaît, je vais vous donner 2 ou 3 minutes. Vous avez une petite icône où il y a affiché la conversation. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, on pourra le reprendre éventuellement en fin de webinaire, mais on pourra aussi le reprendre dans nos travaux et puis apporter des réponses. Voilà, s'il y a des questionnements, n'hésitez pas. Voilà, top, je vous laisse 2 minutes pour le faire. Est-ce que les gens peuvent nous dire si ça marche bien, parce que j'ai quelques messages qui... Est-ce que déjà, il y a quelques personnes nous signalent des difficultés de connexion? Est-ce que pour vous, vous entendez bien? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui peuvent répondre oui, s'il vous plaît, ou non? On a quelques petits soucis pour certains. Globalement. Bonjour, pour moi c'est Luc Guyot, ça va, mais j'ai mis un quart d'heure pour me connecter. Voilà, c'est tout. D'accord, merci. Bonjour, c'est Luc Boire. Bonjour à tout le monde. Bonjour Luc. Pour la connexion. Ah bon, d'accord. Félicitations pour l'élection. Merci, merci beaucoup. Et surtout bon courage pour travailler, parce que bon, oui, ben voilà, maintenant c'est. J'allais dire c'est surtout le travail qu'il faut faire au service de tout le monde. Voilà, on y va.
Bon, n'hésitez pas à écrire maintenant ou plus tard. Voilà, donc les 2 minutes sont terminées. Je vais passer à l'étape suivante. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de couper vos caméras et de couper vos micros pour que l'on puisse bénéficier d'une bonne qualité de son et puis de projection. Merci. Alors, on y va comment, là? C'est pour démarrer le... Alors, voilà, j'ai un petit apprentissage aussi. Le monde d'après. Alors, nous nous sommes interrogés, bien sûr, pour savoir si on mettait ce titre-là ou pas. Bon, on a vite arrêté la discussion, ça n'a pas grande importance parce que le monde continue. Et ce que l'on a voulu, c'est travailler, ce que l'on nous propose, c'est de travailler en 2 étapes. Aujourd'hui, on va surtout partager des questions et des clés de lecture. Et il y a une deuxième étape collaborative à laquelle nous vous invitons à participer. C'est la construction collective qui devra suivre dans une période d'incertitude qui caractérise la situation. Alors, juste un petit clin d'œil pour se rappeler, quand on regarde le monde, on est souvent à regarder que le visible, alors que c'est comme l'iceberg, l'invisible est caché et représente bien plus que cela. Et on aurait peut-être pu aussi chercher une autre diapositive pour montrer que tout est interdépendant et interconnecté. Voilà. Isolément, il est très difficile d'analyser une situation parce que tout est interdépendant, surtout avec la globalisation. Voilà. Ce que l'on a voulu mettre, c'est quelques traits de caractère sur le caractère inédit, la simultanéité, la globalisation, la peur, la sidération et l'émotion. Et en insistant peut-être sur l'émotion, puisque nous nous sommes tous mis dans un entonnoir, peut-être aidés par les médias, nos gouvernants et puis notre environnement, peut-être parce que nous avons touché la limite de l'invisibilité ou de la limite de la science toute-puissante, peut-être parce qu'on n'avait pas de solution immédiate. Et puis on a vu une économie vite à genoux, j'ai appuyé sur l'image, voilà. Donc le monde d'après sera quoi? Bon, on a mis des petits points et il faudra le construire en tout cas. Alors chacun aimerait y mettre du sien, chacun est prisonnier aussi de ses biais émotionnels, cognitifs, voilà. Et puis certains rêvent du grand soir, certains disent bon, on va revenir comme avant. Alors, ça va être facteur, selon nous, surtout, ça va être facteur de chance ou de pas de chance, ou je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, il va y avoir, la question c'est, est-ce qu'on sort vite de la Covid-19 ou pas? Si on en sort très très vite et puis que le virus est anéanti ou circule plus, on peut vite retomber dans les travers d'avant. Si on continue encore pendant quelques mois ou quelques années, et puis si ça reste compliqué à gérer, ça va sans doute nous amener plus de changements dans la vie et puis dans les comportements. Alors, ce qui va changer avec les contraintes, tout ce que l'on vit, ça nous remet de toute façon en question. Et notamment, la question est posée de la démondialisation. Vive le local, bon, on en entend, plus l'urgence écologique. Bon, voilà. Vainqueurs, perdants, on les identifiera. Les premiers vainqueurs, ce sont ceux qui sont dans le numérique et en particulier, je pense aux grandes sociétés américaines qui gèrent tous nos systèmes numériques et finalement qui nous rendent bien service parce que ça marche plutôt bien. Et puis on voit bien que ça touche aussi tous les impacts sur le monde du travail, les rapports sociaux, la cohésion sociale, et avec des gens qui sont plus radicaux mais qui l'étaient aussi avant. Et puis on aura également un questionnement sur les réponses politiques et la crise de la gouvernance qui était commencée avant le Covid. Les gilets jaunes, c'est une crise de gouvernance. La baisse des participations d'électeurs aux élections, c'est aussi une crise de gouvernance. Dans les entreprises, on le sentait bien monter aussi. Voilà. Et là, il y a un vrai questionnement qui vient. Globalisation en question.
Alors, qu'est-ce qui a guidé notre système depuis 30 ou 40 ans? C'est la recherche de prix bas ou l'accès à tous aux biens de grande consommation. Si on a arrêté de faire des chaussures et des vêtements dans le Choletais, c'est pas parce qu'on ne savait pas les faire, c'est parce qu'il y en a des pays qui faisaient moins cher que nous et que aux consommateurs, ça ne posait pas de problème d'acheter des chaussures qui venaient de Taïwan ou d'ailleurs. Voilà. Pareil pour les téléviseurs, pareil. Enfin, on a fait finalement, et on a trouvé dans la mondialisation une réponse. Comment vivre mieux? Bon, maintenant, on a mis de côté, parce qu'on ne le calcule pas dans les prix de revient, les impacts écologiques, en particulier l'impact carbone, toutes les conséquences d'urbanisation massive, l'endettement. Bon, maintenant, la question est posée. Elle est posée, la question relocaliser. Alors, on a mis 3 questions. Pourquoi? Bon, alors on nous dit souveraineté, pas dépendre s'il y a une autre crise. Bon, bonne question. Quoi? Et puis à quel prix? Je lisais hier qu'il y a une étude par le cabinet PwC qui a été faite pour voir ce qui pourrait être relocalisé en France. Bon, on va vite se confronter au sujet du prix, hein, parce que ça ne sera pas forcément le même prix, à moins que l'on évolue dans nos systèmes d'organisation. Notre conviction, c'est que l'autarcie et l'autosuffisance sont illusoires, à notre avis, parce qu'on ne possède pas toutes les matières premières et on ne possède pas tous les savoir-faire. Et puis, il y a aussi des bienfaits, hein. Dans les échanges, on a du progrès, on a des créations de richesses, mais on a aussi parfois des pandémies. Donc la mondialisation, oui. Régionalisation, certainement, maîtrisée, calculée, mais les grands échanges se font au sein de grandes zones économiques. Voilà. Donc pour nous, l'Europe est quand même la première zone d'échange. Voilà. On a voulu rappeler un petit schéma que l'on avait montré lors d'un précédent petit déjeuner, hein, pour l'Airbus A380. C'est 3 millions de pièces pour faire un Airbus, 77 pays. Voilà. Et puis on vous invite aussi à aller voir sur Internet, on vous a mis les références à l'image d'après, que faut-il pour construire ce simple craignant entre le graphite qui vient de je ne sais pas où, le bois qui vient de Malaisie, la gomme d'EVA qui sont je ne sais pas où, le fer qui vient voilà, de Chine, la peinture, la colle. Voilà. Un simple crayon, déjà, il nous faut des matières premières qui viennent d'un peu partout. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, hein. C'est juste pour nous rappeler que les déclarations tonitruantes, quand on passe à la pratique, il y a un exercice un petit peu différent. Parce que on n'a pas tous les produits. Et puis, on a plutôt organisé des chaînes de fabrication. Et pendant le confinement, on a finalement eu assez peu de pénuries, hein. Ça a plutôt bien marché quand même, notre affaire. Voilà. Et on était tous un peu concernés par le sujet. Et la question de se poser, c'est qu'est-ce qui nous rend vraiment vulnérables dans les secteurs stratégiques et comment le maîtriser. Et en sous-question, c'est au moment où des entreprises vont être fragilisées, qui va faire le marché en rachetant qui? Et attention à ne pas être acheté que l'ensemble des Chinois qui rachètent tout, ou des Américains qui font leur marché, ou d'autres, peu importe. Nous aussi, on peut en faire. Voilà. Quelquefois, et au bout, ça va être une affaire d'État, de choix, de société sur le vivre. La crise de gouvernance, elle est là. On a vu, notamment avec la montée de Trump, mais pas que, hein, qui remet en cause les anciens accords de l'OMC, du libre-échange. Voilà, et on a la question de repli sur soi, globalisation. Bon, c'est pas si simple que ça. En tout cas, il faut que tout le monde soit gagnant. Bon, effectivement, s'il y a des moments où il n'y a que des perdants ou que des gagnants, ça ne peut pas aller. C'est comme dans toute civilisation. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et donc, il faut réinterroger le fonctionnement des institutions internationales.
La dernière en date annoncée par Trump, ils ont enclenché le processus de retrait de l'OMS sur la santé. Bon, son concurrent à l'élection annonce, lui, qu'il y rentrera. Bon, alors on peut faire le procès de l'OMS, voir ce qui marche pas bien. En tout cas, on voit bien l'intérêt pour beaucoup de sujets d'avoir un partage des données, des moyens et de tout ce qui fait finalement de tout ce qui fait l'humanité. Réponse à donner. La crise a-t-elle affaibli la parole de l'État? Alors certains vont dire oui, même si le Premier ministre est parti avec une bonne cote de popularité. Les commissions d'enquête reviendront sur ce qui n'a pas marché. Moi, je ne dis pas forcément pour trouver des coupables, mais pour chercher les leçons pour faire mieux. Bon, mais ça nous interroge quand même sur le fonctionnement et l'organisation. Si je prends que l'exemple des masques, finalement, il a fallu nommer un monsieur en Vendée, une madame masque en région Pays de Loire, il y avait l'ARS, il y avait l'État, une madame masque au niveau national. Bon, ça interroge qu'en période de crise, il ne peut pas y avoir 36 chefs. Bon. Mais on apparaît aux défaillances et là, il faudra voir si ça joue dans la parole et dans l'engagement de l'État. Il faudra aussi s'interroger sur l'infantilisation. Alors là, on a mis attestation de déplacement. On pourrait mettre, on a mis aussi sur la vérité des masques. À titre personnel, j'aurais préféré qu'on nous dise Françaises, Français, nous sommes dans la merde, nous n'avons pas de stock de masques. Le peu que l'on a, on le réserve pour les soignants. Bon, c'est facile à faire, ça. Je suis l'ouvrier de la 25e heure, mais il faut s'interroger sur le degré de transparence et de considérer les adultes responsables. Est-ce qu'on peut tout dire? Comment le dire? Alors, voilà. Et puis, est-ce que l'État était trop transparent? C'est une question qu'on s'est posée avec Christophe, notamment dans le décompte anxiogène quotidien des morts. Mais est-ce que c'est pas utile pour garantir le respect des règles de distanciation, d'hygiène et de précaution? On voit bien que dès qu'on lève le pied, il y a des dérives. Bon, le débat est ouvert. Suivant nos sensibilités, nous avons bien sûr une réponse. Le rôle de la place de l'État, confiance, méfiance, défiance et paradoxe. Là, nous avons un plan de sauvetage économique qui est quasiment salué par tout le monde. Maintenant, il y a une question qui se pose derrière, c'est nous réclamions tous moins d'État, en particulier les organisations patronales, et finalement on demande plus d'État en cas de crise, et on fait la lettre au Père Noël pour sauver l'économie, et on attend des plans, et on contribue à en faire, c'est nécessaire. Donc il faudra qu'on éclaircisse tout cela, que la place de l'État et son action, et ça repose la question de l'État, c'est quoi, jusqu'où il doit aller. Le président de la République parle d'un autre acte de décentralisation. Comment le faire? Comment vivre cela? Et puis, c'est quoi un citoyen? Voilà, les questions, elles sont larges et le peu de déplacements aux dernières élections questionnent tout le monde, hein, y compris les politiques de tous bords. La réponse, on l'a pas aujourd'hui, mais je pense qu'il faut le prendre à bras-le-corps pour avoir la paix derrière. On a voulu aussi rappeler que la crise précédente économique de 1929 et le New Deal de Roosevelt, hein, il cherchait à piloter trois horizons d'action. L'intervention d'urgence, il faut des pansements. Il faut la relance, on y est. Et le profond changement dans le projet de société, il faut y travailler. Voilà. Comment il faut avoir une vision la plus claire possible sur le dernier pour poser le plan de relance et l'intervention. Des plans, il y en a à tous les niveaux. Aujourd'hui, la région Pays de Loire va voter un plan de relance pour accompagner les plans de l'État et de l'Europe. Il faut s'y inscrire, mais ne passons pas à côté du troisième état, le plus ambitieux, c'est de penser un peu plus loin que le court terme. Bon, même si c'est compliqué, évidemment. La prise de conscience écologique,
Bon, là, on a voulu vous rappeler que l'industrie mondiale est à 85% carbonée, donc on a encore du boulot à faire pour abandonner les énergies fossiles. Je lisais ce matin que l'Europe est partie dans un grand plan sur l'hydrogène. Bon, ça va mettre un petit peu de temps. Il y a le premier avion électrique qui a été certifié pour voler. On voit bien que les crises provoquent aussi des sursauts et des sauts de progrès puis de technologie. Il faut le suivre. L'enjeu politique, avec, on le voit bien, les différences de vision. J'ai écouté l'interview du maire de Grenoble, qui est écologiste, qui a été réélu, et sa vision. Donc, on a en gros deux mondes qui s'affrontent. La théorie dite des petits pas et puis la théorie du bouleversement. Bon, il y a peut-être une réalité d'un rythme accéléré sans mettre tout à la poubelle. Avec une difficulté, c'est que le cours du pétrole bas, ça ne favorise pas le passage rapide et au changement de comportement ou d'économie. Donc, il faut bien qu'il y ait une direction mondiale, européenne, française, régionale et comportementale individuelle. Voilà. Et puis, la crise, elle nous rappelle qu'au centre, ce sont les activités humaines qui sont la base de tout. Et c'est étonnant, mais je vais le faire par provocation. Personne n'a dit, c'est peut-être parce que nous sommes trop nombreux en tant qu'humains. Voilà. On a mis quelques petites images pour montrer, avant le confinement et après le confinement, là, c'est le dioxyde d'azote, voilà, pour petit clin de gueule. Mais si on arrête tout, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de vie derrière. Voilà. Puis on l'a fait pour la France, petit clin d'œil. Maintenant, est-ce qu'on n'arrive pas, on ne rentre pas dans l'âge de la démobilité, la fin des bureaux? Alors là, on va dire que c'est la Covid. Non, la première bouleversement, c'est l'arrivée du numérique. Et je me souviens encore aux affaires en entreprise, on commençait à s'interroger sur le télétravail, on y trouvait des tas d'inconvénients, de difficultés, de problématiques. Les grèves de fin d'année dernière sur les retraites ont déjà appris aux Parisiens à commencer à faire du télétravail. Et puis là, on a improvisé et finalement, ça s'est plutôt bien passé, avec pas mal de questionnements, hein, mais ça s'est plutôt bien passé. Et là, on voit que la crise du Covid accélère les réflexions sur les usages du bureau, l'émergence des nouveaux lieux. Dans une des propositions au Césaire sur ce sujet-là, nous avons proposé que dans chaque collectivité locale, dans les EPCI, les 19 de Vendée, par exemple, il puisse y avoir un lieu de coworking ou avec des ordinateurs, du Wi-Fi, voilà, pour que les gens puissent se connecter, peut-être avec leur entreprise ou d'autres, peut-être en complément ou en plus ou à la place de leur maison. En tout cas, on a ouvert un chantier. Et il va falloir le poursuivre. La vague verte, qu'est-ce qui va se passer derrière? On a aussi la Convention citoyenne qui interroge beaucoup. Et puis, sur les propositions qui sont faites, on attendra la suite, on les a tous lues. Et on voit bien que certaines propositions peuvent être très clivantes. Hein. On va dire celle des 110 km/h sur autoroute, par exemple. Voilà. Et puis la question, l'Europe, est-ce qu'elle va trouver son sursaut et son nouveau souffle avec le Green Deal européen? Voilà, c'est quoi exactement les actions concrètes? Bon, ça vient, ça peut être une chance, ça doit être une chance pour l'Europe pour lancer et faire quelque chose de nouveau. On a voulu aussi poser la question de la lutte des classes, qui peut revenir sous une forme différente. On a mis un petit tableau, la situation en termes de revenus des différentes CSP pendant le confinement, entre les cadres et professions intellectuelles, les professions intermédiaires et les commerçants, bon, ceux qui ont le plus entre guillemets douillés ou qui ont le plus été pénalisés. Voilà. En tout cas, on a trois tiers, hein, de population. Hein. On a un tiers en télétravail, on va dire
globalement, qui ont été payés, un tiers en chômage partiel qui ont perdu un peu de revenus, un tiers en activité, il a fallu aller sur place et dans les premiers temps porter l'angoisse et l'anxiété de la vulnérabilité, du risque d'attraper la bébête et puis voilà. Et s'est posé vite la question de reconnaissance pour les premiers de corvée, comme certains l'ont appelé, et puis ceux de la gig économie, puisque ce sont, hein, par exemple, les l'ubérisation. Et on a vu des personnes, j'ai vu fonctionner, notamment en restauration, des Uber et compagnie, un livreur qui allait livrer des produits de McDonald's dans les maisons, ou d'autres restaurateurs, j'ai cité McDo. Voilà, donc la question elle est là, hein, posée sur la reconnaissance de tous les métiers, de tous les postes. Et puis on a vu aussi des emplois qui sont pourtant reconnus, emplois commerçants, artisans. Alors est-ce que ça n'a pas été exacerbé par le confinement hyper massif que l'on a eu? Et certains s'interrogent, est-ce que l'on n'est pas allé trop loin? Bon, dans la crise, on prend forcément des décisions qui peuvent être extrêmes. En tout cas, on doit apprendre de cette crise pour la suite. Et puis, la question, elle est finalement du sens du travail. Hein, qu'est-ce que j'y fais? Le re-questionnement de la vie familiale, de la vie personnelle, la reconnaissance. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qui existaient déjà, ça a été déjà travaillé, Maslow l'avait fait en son temps. Ça prend peut-être plus d'ampleur maintenant et plus de questionnement. Renversement de la hiérarchie sociale. C'est comment on va organiser l'encadrement des gens qui travaillent à distance, qui ne sont plus là, les relations, les fonctions essentielles. Avec ceux qui prennent des risques sur le terrain, la légitimité, comment s'y prendre, les risques de défiance des 3 tiers, est-ce qu'il n'y a pas des planqués par rapport à ceux qui ont joué leur vie, et puis est-ce qu'il y aura des traces, comment ça va se passer? En tout cas, le sujet, il est posé, nous devons y répondre. Le monde du travail, il y a la reprise. Les récompenses, on l'a dit un peu tout à l'heure, et puis toutes les organisations qui seront revues, dont certaines entreprises ont déjà beaucoup avancé et qui vont déjà généraliser et supprimer un certain nombre de bureaux, supprimer des mobilités. Voilà, c'est déjà parti, il faut que nous nous interrogions. Ça mérite de revoir l'organisation, la délégation, la confiance, même s'il y a des outils informatiques. Hein, je regardais sur un de mes enfants, ma belle-fille, et puis je suis désolé de citer un cas personnel, mais il illustre bien. Elle a travaillé en télétravail, et sur son ordinateur, elle me montrait qu'il y avait un système de chrono-enregistrement, et son responsable pouvait mesurer le temps où elle était connectée, avec qui, le temps où elle avait frappé, tapé, consulté. Enfin, voilà. Ça pose beaucoup de questions aussi sur la délégation, la confiance et le contrôle. Des questions sur... on a repris une étude, là. Alors, il faut toujours se méfier des études, parce que surtout quand elles sont faites après une grande émotion. On est sous influence, on le disait, et là, elles ne concernent que les cadres et le home working. Souhaiteriez-vous continuer en télétravail? Oui, à 70%, avec quelques variantes, certains davantage, d'autres pareil, d'autres un petit peu moins, puis d'autres pas du tout. Voilà. En tout cas, questionnons-nous dans nos entreprises sur ce sujet-là et comment peut-on faire si on doit le faire jusqu'où. Voilà. Maintenant, il faut faire aussi ce travail de formation indispensable, parce que là, il y a eu beaucoup d'auto-formation, les systèmes se sont adaptés. Il faudra aussi penser protection des données, protection, pillage des données, protection des entreprises. Bon, il y a des entreprises qui sont déjà prêtes, mais d'autres, il faut le faire. Et puis, comment on entretient l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise, quelque chose qui était bien au cœur de nos préoccupations.
vont se poser des questions sur la configuration du logement. Certains ont besoin d'une pièce, d'autres ont fait ça sur le coin de leur cuisine. Et comment on va séparer, connecter, déconnecter la vie professionnelle de la vie du travail. La relation avec les grandes sociétés, alors on va voir ce que va faire le commissaire français au numérique, Thierry Breton. Donc il parle d'un grand plan, on parle dans ces jours-ci de l'attribution de la 5G, on voit bien que cette révolution digitale, elle va être au cœur. Et je disais que les Chinois avaient eu cœur de lancer un satellite concurrent du GPS, parce que leur inquiétude, c'était qu'un jour, les Américains coupent le satellite. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe demain si quelqu'un nous coupe nos ordinateurs, alors comment on fait en mode dégradé? Et je voudrais juste citer l'exemple d'une entreprise que j'ai bien connue. Je ne l'ai pas vécu, mais Fleur et Méchant a été victime d'une cyberattaque l'année dernière. C'était vraiment très, très, très compliqué pour travailler sans ordinateur. Je sais qu'ils sont prêts à témoigner de leur expérience s'il y en a que ça intéresse. Mais ce sera un autre sujet. En tout cas, c'est au cœur, ça doit être au cœur. Et nous, on pose une autre question. Alors, on vous demande d'y réfléchir. Le télétravail peut-il être perçu comme une sorte de délocalisation? Puisqu'on n'est plus dans les locaux de l'entreprise. Et finalement, mettre un collaborateur à 10, 20, 30, 40, 50, 100 km Est-ce que ce n'est pas un pas ou un prémisse ou une autre forme de travail qui s'en va? Et pourquoi pas s'arrêter à 100 km? Pourquoi pas avoir des Indiens qui travaillent au bout? C'est déjà commencé pour certains cas en comptabilité, dans les plateformes numériques. On a... voilà. Globalisation du travail, type de travail, salariat, question ouverte à travailler. Alors, vive la campagne, vive le local, oui. Regardez, ce petit sondage qui a été fait, là je vous redis, pour le lire, on sort d'une grande émotion, donc prudence, et entre le déclaratif et la pratique, il y aura toujours un écart, mais quand même, part de la population qui aimerait déménager. Et ça, c'est en fonction de la taille de l'agglomération de résidence. Agglomération parisienne, 38% des personnes disent on aimerait bien aller à la campagne. Bon, voilà. C'est quand même un questionnement. Mais ça questionne aussi notre région pour accueillir ceux qui vont vouloir partir. Et on a noté, alors ça c'est d'après Orange, 25% des Parisiens étaient partis, 10% des Franciliens pendant le confinement. Voilà. Ça a soulagé Paris. Alors certains ont dit qu'ils sont des fuyards, ils nous amènent le machin, enfin bon, toutes les questions qui ont été posées. Comment changer de vie? Est-ce qu'il restera une envie de campagne? Bon, est-ce que c'est le bonheur assuré? Est-ce que mais en tout cas, ça réinterroge l'organisation de la ville, y compris dans sa pollution, y compris dans son accueil, y compris dans sa proximité avec la campagne, comment ça s'organise. Et pour les territoires ruraux aussi, comment on accueille les nouveaux habitants, la main-d'œuvre potentielle. Et dans notre Vendée et dans notre Ouest, on a aussi les risques et la réalité sur la pression foncière, les besoins d'équipement, etc. Question posée. Je suis pressé par Christophe parce qu'on a voulu mettre beaucoup de choses. Alors on se rapproche du local, mais ça pose d'autres questions. Voilà. Sur le rôle de chacun, est-ce que le local est plus raisonnable? On a vu que il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Donc nous on pense qu'il faudra sans doute trouver un équilibre entre les deux, et qu'il faudra passer en tout cas par les consommateurs et les citoyens. Alors, on a constaté une ruée vers la proximité, mais dans les statistiques qui m'ont été communiquées, les produits type de qualité, les signes de qualité n'ont pas forcément très très bien marché. Il y a quand même toujours une attente de prix qui est là fortement. Donc, on va avoir ceux qui recherchent avant tout le prix et ceux qui recherchent le mieux consommer. Et dans une période où le pouvoir d'achat peut être tendu,
questionnement. Voilà. Beaucoup de distributeurs, j'ai écouté plusieurs interviews de patrons de la grande distribution hein, qui représentent plus de 70% de la vente en France. Eux restent très attentifs au prix, même s'ils ont renforcé leur offre locale. On a vu aussi l'explosion, enfin pas l'explosion aussi, du drive. C'était déjà commencé. Hein, là, il y a eu un saut. Bon, une grande partie vont y rester. Les achats par Internet avec un grand gagnant comme Amazon ou Alibaba ou d'autres hein, qui ont gagné. Et puis, on a toujours comment les commerçants doivent s'interroger hein, sur comment je suis avec mon consommateur, comment je me différencie, comment est-ce que je peux avoir une partie Internet, le click and collect, est-ce que je peux livrer, est-ce que je peux... Voilà, il y a un bouleversement, il est lancé, à chacun d'y répondre. Voilà. Dans ce monde, pour conclure, nous étions dans une mondialisation accélérée sur les 2 décennies passées. La révolution numérique et digitale était déjà commencée et Rifkin, il avait déjà bien mis en phase ce système-là avec le changement climatique. L'inertie, elle était quand même là. La crise sanitaire, finalement, elle fait que cristalliser dans l'émotion, et c'est dommage que ce soit par l'émotion, parce qu'on oublie la raison dans ces cas-là. En tout cas, il va falloir, elle nous interroge sur notre adhésion à la vitesse du changement. Ça, il faut y travailler. On a posé beaucoup plus de questions que de réponses, hein, mais c'est pour ouvrir le débat. Nous pensons que l'humain est au centre et que c'est ça qui doit c'est ce point-là qui doit nous guider. Parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas travailler dans la méfiance et la défiance. Il faut de l'adhésion pour la confiance. Et la confiance est le moteur de la relance et de la construction. Échapper à la solidarité, le vivre ensemble et l'intégration. Il y a une question de fond sur la relation à l'autorité, l'État, les enseignants, les élus, les chefs d'entreprise, les chercheurs, enfin tous ceux qui ont qui sont porteurs d'autorité. Une relation à la connaissance, même quand il y a des incertitudes, même si tout le monde était expert au moment de la crise, la gouvernance, l'équité, la responsabilité sociétale, la transition écologique, l'économie circulaire et le développement soutenable, les questions sont posées. Merci de votre attention. Voilà, alors je vous invite, c'est peut-être un petit peu long, c'est surtout du questionnement. On reprendra bien sûr dans les semaines qui viennent le sujet et puis la réflexion. Nous vous invitons à être co-auteurs du sujet en apportant vos contributions. Il y a d'autres cercles hein, qui le font. Nous irons reprendre aussi des travaux qui sont faits ailleurs. Et comment on peut l'appliquer à la Vendée et à nos territoires, puisque il y a forcément une traduction locale différente de la traduction, de la traduction générale. Alors, vous avez la petite icône sur afficher la conversation. Vous pouvez nous mettre des commentaires et nous disposons d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez aussi lever la main sur l'icône « Lever la main » pour demander la parole. Et je vous inviterai à être concis et de faire l'effort de vous exprimer en 2 minutes. Alors, je crois que c'est Luc qui nous rappelait ça l'autre fois. À l'Europe, je crois qu'au bout de 2 minutes, on coupe les micros de l'intervenant. Donc, c'est un exercice très compliqué. Vous avez la main et la parole. Si vous êtes toujours là, oui, il y en a quand même un certain nombre. Un commentaire, une réaction, soit par écrit, soit en levant la main. Alors, je vais voir s'il y a des écritures. Je n'ai rien pour l'instant. Alors, soit je vous ai assommé, première solution, soit la deuxième, vous réfléchissez, ce qui est sans doute vrai.
Alors, dans les petits déjeuners physiques, vous êtes plus bavard d'habitude? Est-ce que ça marche? J'espère. Alors, si, j'ai une question. Cette crise, je la lis. Cette crise n'a-t-elle pas été simplement accélérer un processus des évolutions de nos économies locales, nationales et mondiales déjà engagées après une prise de conscience plus globale? Oui, ben oui, c'est un catalyseur de changements qui était déjà amorcé, dont certains que l'on ne voulait pas voir, en particulier, je pense, on l'avait peut-être identifié, mais c'est le sujet du climat et puis des échanges et notamment des voyages et des transports. Voilà, il y a quelqu'un. Oui, c'est moi, Luc Guyot. Luc, oui, Luc. Peut-être en as-tu parlé, mais le dossier de l'endettement global, parce qu'on a ajouté des milliards, des centaines de milliards, ça impressionne toujours à partir du terrain. Moi, quand j'emprunte quelque chose, mon souci, c'est toujours de se dire combien de temps je rembourse, comment je rembourse. Est-ce que là, on a quelques simulations à voir? C'est-à-dire, pour combien d'années on en a pour arriver à remettre ça à niveau? En fait, ta question, c'est une question qui nous préoccupe, enfin, moi que j'ai toujours en tête depuis toujours à l'Observatoire, sur la dette, mais pas que de l'État, la dette de chacun, parce que moi, je pars d'un principe qu'il faut rembourser les dettes. Et on avait une minorité qui disait que les dettes, il fallait pas les rembourser. Et j'ai croisé des syndicalistes au Césaire qui m'ont dit que il y a une dette qu'il fallait rembourser et une autre qu'il fallait pas rembourser. Celle qu'il fallait pas rembourser, c'était la dette dite illégitime. Alors j'ai voulu savoir ce qu'était la dette illégitime. La dette illégitime, c'est les cadeaux que l'État fait chaque année aux contribuables sur les niches fiscales et aux entreprises, et en particulier aux entreprises. Voilà. Donc le débat, il reste ouvert. Pour combien de temps on en a? Le deuxième facteur, c'est notre capacité à créer des richesses. Et jusqu'à présent, la France est toujours en déficit, était déjà en déficit. Donc là, le déficit va s'accentuer. On n'écrit pas actuellement une trajectoire de réduction de la dette. Tant que nous serons en déficit, nous allons continuer à accroître la dette. Oui, parce que la dette, elle n'est pas que Covid, hein, c'est que oui. Depuis 30 ans, on est vraiment sur une pente très très forte. Il faut changer à la fois la pente et réintégrer ce qu'on a fait en plus, quoi. Donc ça fait gros quand même là. Absolument. Alors là, je lisais deux commentaires ce matin. Un projet du gouvernement, enfin quelqu'un proche du gouvernement qui consisterait à isoler la dette Covid de la dette globale pour la mettre à part. Et puis peut-être avoir un mécanisme de remboursement du type de remboursement de la dette de la sécurité sociale qui avait été créé il y a quelques années, qui devait s'arrêter en 2023, qui devait continuer, ou qui devait être transféré pour faire le financement de la branche dépendance pour les très âgés. J'ai lu un autre commentaire d'un membre de l'opposition qui s'élève, c'est Rivers pour le citer, qui s'élève contre cela et qui demande, et c'est un peu le sens de ta question, qui demande que le gouvernement inscrive une trajectoire et de la dette et des finances publiques et de l'amorce de son remboursement. J'allais dire, la dette, elle peut être presque infinie tant que les prêteurs nous font confiance. Et le jour où on ne trouve plus de personnes pour nous prêter, c'est là où on a un trou abominable qui est face à nous. C'est ce qui s'est passé pour la Grèce il y a quelques années, pour l'Argentine, pour d'autres, quand le FMI intervient. Moi, je pense que c'est un sujet très, très sérieux qu'il faut que l'on ait tous en tête. Et que les taux soient toujours très bas, parce que si les taux passent à 3 ou 4% en moyenne,
la dette, c'est plus tout à fait la même chose. Ah ben si les taux devaient remonter, un point de 1500 milliards ou de 3000 milliards demain, c'est 30 milliards par an qu'il faut trouver en plus, 2,60 milliards. Voilà, ça va très très vite. Il y a Joseph Moreau qui veut prendre la parole aussi, Françoise Reynaud derrière. Joseph. Oui, bonjour à tous et puis merci pour cette belle intervention qui a été très ouverte et c'est vrai qu'on peut aujourd'hui, c'est difficile de répondre à toutes les questions, mais de les poser pour que tout le monde réfléchisse, c'est important. Moi, je crois que ce qui va être déterminant aussi au niveau des entreprises, c'est vraiment le changement des entrepreneurs dans leur mode de management. Parce qu'on ne peut plus manager une entreprise aujourd'hui comme hier, même si on avait commencé avant cette crise-là. On a bien vu que les entreprises qui ont travaillé pendant cette période de Covid, en fait, il a d'abord fallu passer par un moment qui a été de rassurer les salariés qui venaient travailler. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Et il a fallu mettre des techniques en place et certaines entreprises ont mis en place, par exemple, des techniques de méditation qui ont été, je peux vous dire, sacrément percutantes. J'y croyais pas beaucoup, mais j'ai vu ça sur place. Et franchement, ça donne un autre état d'esprit. Et surtout, ça aide les gens à évacuer leurs peurs, leurs doutes et leurs craintes. Et je crois qu'il faudra en tenir compte pour demain. On ne pourra pas manager comme on l'a fait hier, qu'avec des objectifs. Il faudra aussi mettre au cœur de nos objectifs eh bien, la vie de nos salariés, beaucoup plus qu'on l'a mis par le passé. Quant à la dette, je rejoins Luc, hein, effectivement, c'est quelque chose d'important qui va peser. Maintenant, ça dépend comment la Banque européenne va prendre la chose à sa charge ou pas. Est-ce que nous, on sera plus sur les intérêts que sur le remboursement final de la dette? Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, mais c'est une vraie question. Oui. Merci Joseph. Françoise Reynaud. Oui, merci. Joseph a un petit peu entamé la discussion que je voulais vous proposer. Effectivement, la relation au travail commence à être revue dans les organisations, dans les entreprises. C'est déjà un sujet, comme l'a dit Joseph, qui était déjà engagé, mais qui paraissait quand même à notre échelle assez anecdotique au sein des entreprises. Sur l'agilité du management notamment, on voyait des choses quand même arriver. Va se poser le télétravail. C'est vrai qu'un certain nombre de personnels maintenant disent clairement, on a été en télétravail, on a été dans l'urgence, donc c'était possible. Maintenant, ça doit l'être sur du long terme et sur du pérenne. La difficulté, ça va être de la mise en place de ce télétravail. Donc, moi, j'ai eu des contacts avec un certain nombre d'entreprises ou un certain nombre d'associations qui ont lancé cette réflexion, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a encore plein de zones d'ombre. Il faut une visite chez le salarié pour s'assurer que son espace de travail est bien adapté, qu'il a le bon fauteuil, qu'il a la bonne connexion, qu'il va falloir lui payer un bout d'électricité, enfin j'en passe et des meilleurs. Tout ça est à mettre en place, ce n'est pas incontournable, on a pu le faire, donc on va bien évidemment, je pense, y aller, mais ça va prendre un peu de temps et je ne suis pas sûre que les salariés aient envie d'attendre. Donc ça va être au sein des entreprises quelque chose à gérer dans l'urgence aussi, alors qu'ils ont autre chose à gérer pour le moment, à savoir la relance de leur activité et de leur carnet de commandes. Et puis la défiance dont tu parlais, effectivement, Raymond, elle est bien là. Hein, c'est une défiance parce que la crise, elle a été gérée mais on avançait pas à pas aussi. Hein, donc voilà. C'était un apprentissage. C'était un apprentissage, donc la défiance vis-à-vis du politique, la défiance vis-à-vis des scientifiques, ça c'est sûr, notamment avec le comité des santé là qui a des fois dit des choses et qui se sont contredits. Mais bon. On ne peut pas non plus reprocher de ne pas savoir, hein, mais c'est un discours plus franc qu'il aurait peut-être fallu avoir. Donc on voit bien le mot d'ordre de cette crise sanitaire, c'est l'incertitude. Et je pense que par rapport au PGE et par rapport à la dette dont Luc a parlé, dont Joseph a parlé, cette incertitude-là est vraiment réelle et c'est pas tant aujourd'hui, mais ça va être dans les 12 mois pour les entreprises notamment, qui va être en mesure de rembourser son PGE.
Et on risque d'avoir des problèmes plutôt dans 6 mois, 9 mois, 12 mois, à voir quelles sont réellement les entreprises qui sont en mesure de rembourser, qui ont reconstitué leur carnet de commandes et en mesure de rembourser. Donc c'est une crise en fait avec un délai de réponse qui va être long. Et soubresaut. Merci Françoise. Et Luc Bouard a demandé la parole. Oui, bonjour tout le monde. Juste sur la dette et sur la confiance des prêteurs. La quantité de la dette, quand on a la confiance, le montant de la dette, quand on a la confiance et la croissance, c'est un indicateur parmi d'autres. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment la confiance. Or, il s'est passé quelque chose quand même dans la deuxième vague des municipales qui était totalement inattendue. Là où on attendait une confiance dans les maires qui avaient géré la crise pour réélire les maires, c'est pas du tout ce qui est venu en premier. Ce qui est venu, ça a été la vague verte et le réveil, la mobilisation plutôt, parce que c'est plutôt de ça dont il s'agit, de la mobilisation des Verts et pas toujours les Verts les plus comment j'allais dire, les plus actifs économiquement. La maire de Strasbourg, la nouvelle maire de Strasbourg, dans son allocution, a eu sans doute des mots justes. Elle disait il faut réconcilier l'écologie et l'économie. J'ai bien peur qu'elle soit un peu seule dans ce domaine-là. Or, les écologistes que l'on a, je prends les miens, et comme vous avez chacun son écologiste, mais c'est des chantres de la décroissance. Or, qui dit décroissance va aller de pair avec la perte de confiance. Et là, on va être dans la mouise complète pour la dette, parce qu'on ne pourra pas à la fois avoir des gouvernances locales qui soient déconnectées du monde économique et qui soient des chantres de la décroissance, et vendre sur un plan national la confiance pour gérer les dettes nationales et celles de nos entreprises. Et mon inquiétude, elle est à ce niveau-là. Et il est urgent. Il y a rupture, il y a tout ce que vous avez mis en place les uns les autres, que l'on met les uns en place. Il y a urgence à s'accaparer l'écologie, en tout cas à ne pas la laisser au seul ayatollah vert. Et ça, c'est une grande urgence. Pardon de faire un tout petit peu de politique, mais ce n'est pas que de la politique. Économiquement, c'est un grand danger pour nos entreprises. Je partage, Luc, alimenté par le Césaire. Alors, c'est un peu différent, mais parce que c'est pas vraiment au sens politique, il y a pas mais ce sont des représentants du monde environnemental et nous avons effectivement ces échanges depuis quelques mois. C'était avant la crise du Covid et là il y a une espèce de surenchère qui est donnée. Nous, notre réponse, elle est de dire, c'est ce que tu as exprimé tout à l'heure, je pense que l'on construise une économie saine, écologique, et que l'économie dite circulaire, vertueuse, et qu'elle soit pas consommatrice de carbone, destruction de la planète. Il faut vraiment qu'on réinvente l'entreprise. Joseph le disait sur le management. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille sous tous ces aspects, que l'on puisse faire, que l'on puisse mettre et repenser l'économie, parce qu'effectivement, la décroissance. Alors, il faudra sans doute aussi revoir l'indicateur du PIB qui a été bien fait pendant des années après-guerre et qui aujourd'hui, moi je pense qu'il faut le réinterroger. Je ne suis pas spécialiste pour proposer quelque chose, mais quand on est obligé quand même de mettre l'activité de la prostitution et puis de la drogue dedans, et quand on met bagnole la nuit du 31 décembre, ça augmente le PIB. Quand on consomme plus d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, ça augmente le PIB. Je pense qu'il faut qu'on repose les questions de façon plus fondamentale autour de notre système économique, social, environnemental, effectivement. En 2009, j'ai terminé le temps, là, c'est ça ? En 2009, la question du PIB, il y avait une commission avec des éminents économistes mis en place par Sarkozy. Ah oui, il y a Christophe qui me rappelle qu'en 2009, Nicolas Sarkozy avait mis en place une commission pour réfléchir à un nouveau PIB. Alors, il n'y a que le Bhoutan qui en a un, qui est le produit national, le bonheur national brut. Voilà. Mais là-bas, il est élu à vie à 100% des voix. Et, voilà. Et puis, alors, il y a ça, oui, comme la croissance actuelle est mesurée par le PIB, c'est encore un bon indicateur. Effectivement, il faut le revoir.
Quelqu'un d'autre a dit que le PGE n'était pas une subvention. Et puis, il y a Fernando Delgado de la Chambre de commerce qui s'occupe de l'international qui nous indique que 66% des chefs d'entreprise français vont maintenir et vont intensifier l'activité exportatrice suite au baromètre national. Oui, sous réserve d'être et compétitif et proposer les bons produits au reste du monde. Mais bon, ça, il le sait et on le sait tous que ce ne sera pas uniquement pour nos beaux yeux. Voilà, on a terminé, il est 10 heures, on a terminé. Je vous remercie pour votre attention, pour vos remarques, pour vos interventions. Ce que je vous propose, puisque vous aurez tous les éléments, c'est n'hésitez pas, il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases, mais vous pouvez nous envoyer, vous devez nous envoyer quelques pistes d'interrogation, de questionnement, et nous allons continuer le travail pour alimenter en amont et questionner et titiller nos esprits pour qu'on puisse construire une Vendée attractive, un pays attractif. En tout cas, moi, je voudrais vous donner deux, trois points pour conclure cette matinée. Respectez les gestes barrières. Comme disait Joseph, occupez-vous dans vos entreprises d'apporter le plus de sécurité pour que les collaborateurs puissent travailler. Il est possible qu'il y ait des rebonds, il y en aura vraisemblablement. Pour limiter ces rebonds de crise sanitaire, c'est en protégeant les gens, en les rassurant que l'on pourra le faire. Le deuxième grand message, repensez la stratégie. Que vous soyez association, municipalité, entreprise, organisation syndicale, reposons-nous la question du sens. Pourquoi sommes-nous là? Quels sont nos marchés? Quelle est notre valeur ajoutée? Et c'est comme ça que je pense que nous serons un grand pays. C'est pas en nous demandant qu'est-ce que l'État va faire pour moi, c'est en agissant chacun à notre niveau que l'on fera un meilleur État. Voilà, merci pour votre attention. Pour nous, c'était une nouveauté, avec nos excuses si ce n'était pas totalement parfait. C'est une nouveauté, ce mode de fonctionnement. En tout cas, nous allons continuer. Si vous ne l'aviez pas vu, on a fait plusieurs petites publications là, pendant la crise, dont une particulièrement intéressante pour ceux qui en ont besoin. Nous avons identifié en Vendée le nombre de salariés par branche professionnelle, par taille d'entreprise, pour retrouver en gros nos 200 000 personnes qui travaillent, ou 250 000 personnes quand on y rajoute les collectivités en Vendée. Merci beaucoup.